À chacun son point de vue. Et avec moi l'invité du jour, il s'agit de Frédéric Amos. Bonjour. Bonjour. L'aventurier originaire de Sarralbe. Alors quand on dit aventurier, ça te fait sourire. Oui, Pourquoi ça me tu ne fait te considères pas aventurier? Oh, j'aime bien. Bah, c'est-à-dire que tout le monde vit sa propre aventure en fait. Chaque vie est une aventure et on met le focus sur certaines personnes qui font des choses, c'est vrai, un petit peu hors de l'habituel. Mais c'est le terme aventurier, ça me fait toujours, ça me fait sourire. Oui. Alors tu as 36 ans, oui, on peut le dire. Tu vis actuellement donc à Alès, dans le Gard, et tu es enseignant-chercheur. Alors depuis quand pratiques-tu l'alpinisme? Eh bien, ça fait déjà un certain nombre d'années, ça doit faire 15 ans. 15 ans que je fais de la montagne, essentiellement dans l'arc alpin. Donc j'ai plus de 100 sommets à mon actif. Et depuis 8 ans, je pars aussi sur les montagnes du monde, donc dans différents pays, qui vont de l'Argentine, l'Alaska, l'Inde, et puis forcément l'arc himalayen, qui est la mecque de l'alpinisme de haut niveau. Alors je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question. Tu es originaire de Sarralbe, on l'a dit. Comment est-ce que tu es tombé dans la marmite, oui, de l'alpinisme en faisant l'ascension des Vosges? Ah, la chanson des Vosges. Quand j'étais jeune, Lorrain, en fait, je faisais pas de montagne du tout. Ça faisait pas partie de mon univers. Donc j'ai vécu 20 ans sans même regarder la moindre photo de montagne. Quand je voyais une montagne, je voyais un gros truc blanc, et puis j'allais regarder ce qu'il y a à la page suivante. Et j'ai fait une rencontre à Nancy, donc pendant les études, un ami qui était alpiniste depuis son enfance, lui qui était issu d'une famille de montagnards. Et donc moi je faisais de l'escalade en salle, aucun lien avec l'alpinisme. Mhm. Il m'a dit, bah, écoute Frédéric, viens, je pense que ça peut te plaire, je t'initie à ça. Donc au début je n'étais même pas tellement motivé, je me suis dit, bon, enfin voilà, j'ai pas trop envie d'y aller. Et ça a été une révélation, vraiment, ça a été des levées de soleil, se retrouver sur le sommet d'une montagne et surplomber toute la zone, le regard se porte très très loin, ça a vraiment été un coup de foudre. Et après, j'étais très dépendant de lui, s'il te plaît, emmène-moi. C'est quoi, hein? C'est un sentiment de liberté qu'on a? C'est un sentiment d'authenticité, voilà, de vie. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus de questions, on est vraiment soumis au vent, au soleil, on vit des choses vraies. Et quand on est là-haut, on est vraiment heureux. Vraiment, on a un sentiment de liberté, effectivement. Et c'est un bonheur formidable, qui nous sort en plus du quotidien. Donc c'est quelque chose de vraiment très bien. Alors tu t'es très vite donc attaqué aux hautes montagnes. Tu as déjà réalisé 6 expéditions, on peut le Oui. dire, au Pakistan, au Népal, en Alaska, en Inde, puis de nouveau au Népal l'an passé. C'était le sommet du Manaslu, le Oui. 8e plus haut sommet du monde. Et cette année, l'Argentine. Alors qu'est-ce qui t'attire dans l'alpinisme? Tu l'as déjà plus ou moins dit, mais est-ce qu'à chaque nouvelle expédition, il s'agit d'un nouveau défi? Un nouveau défi, je ne le vis pas comme un défi, mais je le vis comme une aventure. C'est vraiment quelque chose qui prend les tripes, je vais dire. Quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance. Donc on a tout un imaginaire qui se construit dessus. On regarde des photos, on essaie de comprendre l'architecture des montagnes, des glaciers, comment on va pouvoir y arriver. On se renseigne sur les voies qu'on peut prendre pour monter au sommet. Donc il y a toute une partie d'imaginaire qui se construit avant, puis après on y va. Et quand on y va totalement, c'est-à-dire on se place dans le massif montagneux et on va y rester 3 semaines jusqu'à 2 mois. Donc c'est quelque chose quand même de très très long. Et quand c'est dans cette période de temps en montagne, on oublie tout. On a des préoccupations très simples qui sont faire fondre de la neige pour boire, qui sont gérer les contraintes de nourriture, parce qu'il faut emmener sa nourriture, il n'y a aucune structure. Quand on parle de camp d'altitude, il n'y a rien. Il n'y a pas de refuge, il n'y a rien. C'est la montagne à l'état vierge. Donc les camps, il va falloir les installer en altitude et les approvisionner. Donc quand on est dans une expédition, on est totalement pris par ça. Il y a un seul objectif, c'est arriver en haut. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. On va en parler justement, parce que cette année, tu es arrivé en haut de la Concagua. Mais tout d'abord, pourquoi la Concagua? Après avoir fait, donc l'an passé, je le disais, le Manaslu, le 8e plus haut sommet du monde, donc situé à 8163 mètres. Là, donc, t'es rendu donc, à la Concagua, on peut le dire que c'est en Argentine, donc la cordillère des Andes, situé à 6962 mètres, un peu plus bas du coup. Oui. Pourquoi ce choix? Pourquoi la Concagua après le Manaslu? Bah en fait, c'est vrai qu'après, bon, le Manaslu, c'est pas le plus haut sommet du monde, mais c'est quand même un sommet majeur. Ça peut être un couronnement
on va dire d'une espèce de carrière. On pourrait se dire après le Manaslu et quoi d'autre? Bon, l'Everest. Ça paraît... Oui. Et pourquoi pas l'Everest alors? Pourquoi pas l'Everest? Bon, d'abord, je reviens à la Concagua. L'Everest, c'est... Donc la Concagua, bon, comme je le disais, c'est pas un défi, c'est à chaque fois une aventure. Donc aller une fois de plus au Népal, c'est refaire un petit peu la même chose. C'est le même pays, Katmandou. Donc pourquoi la Concagua? Parce que c'est totalement différent. Donc c'est une montagne, il n'y a personne. Donc on n'avait pas de porteur, on n'avait pas de mule. On a pris le bus, on est arrivé au pied de la vallée, on a remonté 3 jours. Et c'est ce qui me plaisait dans la Concagua, c'est totalement différent. Donc voilà. Donc on est parti de Mendoza, qui est situé pas très loin de la cordillère. On a pris le bus comme n'importe qui, comme quelqu'un qui prend un ticket pour le Chili. Donc on peut voir que c'est une région très très aride, donc déjà ça c'est un changement majeur par rapport à l'Himalaya. Et puis on part en trekking. Donc sans guide, sans oxygène? Voilà, sans rien, c'est vraiment, on est parti comme ça. Avec d'autres alpinistes alors, donc voilà. Là tu n'es pas seul, hein? On était 3, et c'était des amis. Je pars pas forcément avec des amis. Oui, parce qu'il me semble l'an passé au Manaslu, c'était avec d'autres alpinistes, 6 ou 7 alpinistes que tu ne connaissais pas. Hein? Pas du tout, voilà. Donc ça c'est le camp de base de la Concagua, côté polonais, on n'a pas fait la voie normale. Donc c'est un énorme camp de base parce que la Concagua est assez fréquentée. Mais on a choisi une voie technique, qui est donc le glacier des Polonais par une directe. Donc quelques scènes de la vie dans les tentes. Et puis on monte au sommet. Donc la Concagua est soumise à des vents assez forts du Pacifique. C'est sa spécificité en termes de météo, c'est les vents forts du Pacifique. On a fait un peu plus de 500 mètres. Je suis fatigué. Ah, 500 mètres, on est fatigué. Oui, Jean-Rémy a eu du mal. Donc je me suis posé la question, est-ce que je descends ou est-ce que je continue? Et en fait, bon, j'avais m'étais bien renseigné sur l'itinéraire et donc j'ai continué. Donc j'ai fait la directe des Polonais en solo. C'est oui, la partie à l'est, hein, on voilà. Il y a ce grand glacier qui descend, donc côté nord de la Concagua, le glacier des Polonais. Et il y a plusieurs voies là-dedans, mais la directe, elle va au sommet. Donc c'est côté D, en cotation alpine de difficulté, c'est du D. Et comment on se prépare alors à ce type d'expédition? N'importe qui peut y aller? Quelles sont les conditions finalement? Ouais. N'importe qui peut y aller, je dirais peut-être du jour au lendemain, non. Mais tout le monde peut envisager d'aller en expédition. Après, en ce qui me concerne moi, c'est une pratique depuis 15 ans. Donc j'en fais régulièrement. Donc je fais beaucoup de voitures pour aller dans les Alpes. Et parce qu'il y a 2 choses, il y a la condition physique et il y a tout le savoir. La condition physique, quelque part, si on s'entraîne à courir, faire du vélo, ça peut suffire, mais pas forcément parce que l'altitude, c'est quelque chose de très spécifique. Il y a très peu d'oxygène. Voilà. À partir de quel niveau, justement, on commence à vraiment le sentir, ce manque d'oxygène? Généralement, on dit qu'à partir de 3500 mètres, déjà, on a les premiers effets. Les gens qui vont à l'Aiguille du Midi à 3800 mètres sentent les premiers effets. Après, le Mont Blanc, qui est quasiment 5000, qui est 4800, on commence vraiment à devoir se battre. On peut y aller sans être acclimaté, mais on commence à devoir se battre pour arriver au bout. C'est-à-dire que le corps dit non, et c'est l'esprit qui dit oui, je continue, parce que le corps ne veut plus. Au-delà, il va falloir commencer à s'acclimater. Alors justement, qu'est-ce que l'acclimatation, hein? On peut en parler. Oui, l'acclimatation, c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire qu'en altitude, la pression diminue, donc le sang est beaucoup moins oxygéné. Ça se mesure par le taux d'oxygénation du sang, qui est de 98% pour une personne normale habitant à Saralbe, à Sarreguemines. Et quand j'étais à 8000 mètres, j'étais saturé à 40%. Ce qui, pour les médecins, ça va les faire hurler parce que normalement, on est tout de suite en réanimation. Ah oui? Oui. C'est vraiment, on est vraiment en manque chronique d'oxygène et les cellules souffrent. Mais le corps va contrebalancer ses effets en faisant beaucoup de globules rouges. Ce qui fait que les globules rouges sont moins saturés, mais il y en a beaucoup plus. Donc ça va apporter plus d'oxygène aux muscles. Le mauvais côté, c'est que plus on a de globules rouges, plus le sang devient visqueux. Donc il a du mal à circuler, il va mal au bout des doigts. Oui, bien sûr. Voilà, il va mal dans les alvéoles. Donc quand il devient trop visqueux, en fait, on devient moins acclimaté. Donc on va parler peut-être également de la manière dont s'est passée cette expédition concrètement. L'an passé au Manaslu, au moment de cette phase d'acclimatation, justement, un alpiniste souffrait de gelures aux mains, pardon. Oui, aux doigts, les 2 mains. Aux doigts, oui. Cette année, ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez réussi avec vos compagnons à atteindre le sommet? Comment ça s'est passé?
Alors, c'est quelque chose dont il faut parler. Et généralement, quand je pars en expédition, il y a des morts. Ça fait partie ça fait partie du milieu, tout le monde le sait, on ne va pas passer à côté de ça. Donc on arrive à la Concagua, au camp de base, et très vite on apprend qu'il y a eu 2 morts. Voilà. Combien de temps avant votre expédition? On est arrivé au camp de base. Donc on venait à peine d'arriver et on nous disait qu'il y avait 2 Chiliens, je crois, qui venaient de mourir sur la descente du glacier des Polonais. Donc généralement ça plante le décor, ça plante le rythme de la montagne, c'est qu'elle est capable de tuer. Donc voilà, bon, mais ça, c'est quelque chose qu'on sait. Il faut être conscient. Il faut être bien sûr. conscient. Et nous, on prend toutes les précautions pour faire attention à ça. Donc là, j'étais avec 2 alpinistes, comme je disais, ce sont des amis, mais pas très expérimentés. La Concagua, c'est pas très haut, c'est un peu moins de 7000 mètres, donc c'était une bonne occasion. Pas très haut pour vous, oui. Oui, Tout est relatif. oui, parce que j'avais pas fini en termes d'altitude. 3005, c'est le début. Jusqu'à 6000, 6005, normalement, tout se passe bien. Ça peut être difficile, mais normalement tout se passe bien, le corps est dans ses clous. À partir de 7000 mètres, le corps est vraiment en souffrance. Vraiment, on commence à être aux limites du corps, il faut pas rester trop longtemps là-haut. Donc quand je dis que la Concagua est pas trop haut, c'est-à-dire qu'on dort à 6000 mètres, donc le corps va très bien, et on fait une petite poussée d'un jour à 7000, on redescend. Donc normalement, il n'y a pas trop d'œdème, des choses comme ça à la Concagua. Donc finalement, le sommet, vous l'avez atteint ou vous ne l'avez pas atteint? Alors je l'ai atteint 2 fois. Ah. 2 fois, parce qu'on avait visité cette voie technique du glacier des Polonais. Donc la première personne, Elof, n'a pas pu dépasser 5000 mètres. Ça a beau être un sportif émérite, son corps n'est pas fait pour aller plus haut. Il a beau essayer, mais il avait des migraines tout le temps. Il ne pouvait pas. Donc il a abandonné. Tout simplement, il est rentré. Donc je restais avec Jean-Rémy, qui avait aussi du mal avec l'altitude, mais mieux. Donc on a fait une première tentative par le glacier des Polonais, et 500 mètres sous le sommet, et il n'en pouvait plus. C'est ce qu'on a vu dans la séquence. Donc il a fait demi-tour. Enfin, il voulait redescendre. Donc moi je dis, je descends avec toi. Et il m'a dit, mais si tu te sens, continue, va au sommet, je ne veux pas que tu renonces à cause de moi. Donc je me suis posé la question, et je pourrais en parler des heures, mais par expérience, je me suis dit, là je peux y aller. Seul, c'est possible. C'est possible. Il faut pas le faire n'importe comment, mais ça se fait très bien. Parfois c'est même plus sûr, tout seul qu'à 2. En termes de glissade. Parfois, c'est plus sûr d'aller tout seul, on est plus rapide. Là, effectivement, j'étais beaucoup plus rapide. Je suis vraiment allé vite et j'ai pu arriver au sommet avant la nuit et redescendre. À 2, je pense qu'on aurait fait demi-tour. Alors, comment on se sent quand on atteint justement le sommet? Alors, la Concagua, je me suis senti préoccupé parce que la météo a tourné. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au sommet, tout s'est bouché, il commençait à y avoir du vent. Donc, je ne me suis plus vraiment posé la question de savoir est-ce que je vais voir quelque chose de beau là-haut, mais plus il faut que je redescende. Donc j'étais plus préoccupé par la descente et le sommet finalement m'importait pas tellement. Je suis allé au sommet et je suis redescendu. Finalement, on ne réalise pas réellement. Le jour même, on est plus inquiet, fatigué, et c'est peut-être quelques jours plus tard qu'on se rend compte qu'on a réalisé un exploit d'une certaine manière. Complètement. Le jour du sommet, on est focalisé sur des choses très rationnelles. Le timing, l'évolution de la météo, le rythme, la qualité de la neige, est-ce qu'elle est en train de changer, les avalanches. On est vraiment dans une démarche carrée. On n'est pas dans du passionnel. Il faut continuer jusqu'au bout et puis il faut lutter avec soi-même. Il faut vraiment. C'est vraiment. On ne se rend pas compte de ce que c'est que de monter là-haut. C'est pas du tout une promenade. Et on redescend. Et c'est après, c'est pendant une semaine, un mois, qu'on va se rappeler ce qu'on avait emmagasiné avec beaucoup de bonheur. Alors justement, comment se passe le retour après une aventure comme ça, hors norme, formidable? Revenir comme ça au quotidien On se sent rempli. On se sent heureux, c'était magnifique, on est vraiment heureux. C'est un sentiment de plénitude et puis on n'a pas forcément envie de repartir. On est heureux de ce qu'on a vécu, puis on a envie de revenir à d'autres choses, le cinéma, enfin des choses différentes. Et c'est après que ça revient. Le besoin de retrouver ce bonheur, le besoin de retrouver ces émotions, donc on a envie de repartir. Déjà. Et oui, c'est un virus. Alors demain, tu fais une projection du film Manaslu, la salle polyvalente de Sarralbe, à 20h. Oui. Donc bien sûr, vous êtes invité à vous rendre demain à la salle polyvalente de Sarralbe à 20h. En quelques mots, qu'est-ce que tu retiens de cette expédition au Manaslu? Donc je disais, et je le répète, 8e plus haut sommet du monde. Manaslu, encore appelé la montagne de l'esprit. Oui. Qu'est-ce que tu retiens? Au Népal, souvent les montagnes sont sacrées. Donc celle-ci était sacrée. Ce qui a impliqué qu'il y a un lama
du village dessous qui est venu nous bénir pour qu'on puisse accéder au domaine des dieux. Donc c'était important. Ce que j'en retiens, c'est que c'est quelque chose qui me travaillait depuis un certain temps. Quand je commençais la montagne, je lisais des livres sur ces gens qui font des choses incroyables, qui vont à 8000 mètres, la zone de la mort, ces états étranges qu'on atteint là-haut. C'était quelque chose qui me faisait rêver peut-être, mais je me posais des questions. Donc le fait d'y aller, ça m'a apporté les réponses. J'ai pu le vivre de moi-même. Donc c'est formidable. C'était un véritable exploit, hein, puisque ça faisait 3 ans que le sommet n'avait pas été atteint, le sommet du Manaslu n'avait pas été atteint. Oui, c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui arrivent au sommet. Moi, je suis le 15e Français depuis tout le temps, depuis 1956, où a été fait la première. 15 Français, moi je suis le 15e. Effectivement, il y a très peu de gens qui font ça. Alors tu disais, tu as envie de repartir. Où tu pars en 2012? Ah, alors... Je change un peu de... Alors, dans un pays différent, que je continue mon idée de vouloir... Il n'y a pas que le sommet qui compte, c'est le pays lui-même. Parce qu'il y a tellement de différences entre les pays. Ça a beau être toujours une même montagne faite de neige et de roc, tout est différent. Parfois, on y va avec des mules, parfois avec des yaks, parfois on y va en hélico, en avion. En Alaska, on se fait déposer sur un glacier en avion. Puis les gens sont très différents. Donc, j'ai envie de changer de pays. Et après, j'ai envie de faire quelque chose de très technique, parce que le Manaslu est très haut, assez technique, mais pas non plus très technique. Donc j'envisage le Kazakhstan. Il y a une chaîne de montagnes, en plus les noms, ça me fait rêver, c'est la chaîne des montagnes des Monts Célestes. C'est une chaîne très peu connue, je pense, avec des grands glaciers donc dans l'ex-bloc soviétique. Pour faire le Kantengri, donc on a toujours ces noms incroyablement durs à prononcer, qui s'appelle la pyramide, le Seigneur du ciel. Et c'est une grande pyramide de marbre blanc, très pure, à 7000 mètres, magnifique. Donc je cherche des amis, je suis en train de sélectionner une équipe de gens que je connais qui sont bien techniquement et humainement. Départ prévu pour quand? Ça se passe en été. En été, d'accord. Juillet, août, ça reste à définir, avec les congés des gens. Oui, parce que l'an passé, tu nous disais, justement, à l'occasion du reportage que nous avons consacré sur ton expédition au Manaslu, tu nous disais que dans ton bureau, tu avais quand même une quinzaine de photos de sommets où tu souhaitais aller. Eh oui. Tu n'as pas fini, à mon avis, de partir en expédition. Ça fait un grand programme, oui. Ça fait un grand programme. J'ai une short list, on va dire. J'ai quand même une petite liste des sommets que je ne vois pas ne pas y aller. Et après, il y a beaucoup de sommets qui me font envie, mais je ne suis pas sûr d'y aller. Je ne pense pas faire ça jusqu'à la fin de ma vie. Bon, Frédéric, merci beaucoup de nous avoir fait vivre un peu ton expérience, tes expéditions. Et puis, bien sûr, on sera au rendez-vous demain à la salle polyvalente de Sarralbe à 20h pour voir ce film Manaslu. Et puis, je pense qu'on pourra te poser nos questions sur cette Tout à fait, avec plaisir, parce que moi, je vis ces aventures pour moi, mais c'est très important pour moi de les partager. Je suis venu à cette passion en voyant des films d'autres personnes. Donc, c'est quelque chose que je veux poursuivre, partager cette expérience. C'est un beau film, je le dis, parce qu'il a eu le premier prix du festival de films d'aventure en Ariège. C'est un très beau film, donc je vous invite à venir voir ce beau film et à en discuter. Très bien, on sera là. Merci Frédéric. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'en profite pour vous souhaiter, à toi également Frédéric, et à vous téléspectateurs, dès maintenant de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.